m'y voilà enfin. La route fut longue et périlleuse pour me rendre sur ma place. Mais pour accéder au meilleur poste, il faut souvent faire des concessions et faire quelques efforts. Et aujourd'hui, j'ai dû sortir ma licorne pour me rendre ici au cœur du Gard sur un parcours magique. On pourrait appeler ce parcours Wonderland, où on va faire une pêche de fou, merveilleuse de carpes et peut-être de poissons rouges. Enfin, du moins, je suis venu les chercher aujourd'hui. C'est une petite heure de licorne, mais ça vaut vraiment le coup. Je suis entre deux cascades. J'ai dû sauter une cascade, heureusement elle a des ailes, pour me rendre ici sur le poste. Je sens que je vais m'éclater. J'ai croisé des carpes, on a discuté un moment sur le chemin. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir Titine, je vais aller lui donner à boire et à manger. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma pêche du jour. Et j'espère qu'on va faire des poissons merveilleux. C'est parti! Bon ben à pêche atypique, préparation atypique. Donc comme je l'ai dit en arrivant, il y a une grosse population de carpes, de carassins sur le parcours. Il y a environ 3,50 m d'eau. Et je suis venu chercher en particulier, enfin, c'est jamais évident de sélectionner ce genre de poissons, des poissons rouges. Donc c'est une espèce qui fait rêver un peu les pêcheurs de la France entière. Il faut savoir que chez nous, dans le sud et plus particulièrement sur le bassin donc, du Gardon et de ses affluents, les lacs qu'il y a autour, avec les crues, avec les lâchers de poissons rouges qu'il y a eu par des particuliers, des poissons qui sont sortis d'étangs lors de crues, de la bambouserie par exemple, toutes ces choses-là. Les poissons rouges se sont accouplés, se sont hybridés avec les carassins. Donc le gène se perd au fur et à mesure des générations, mais on a une grosse population de gros poissons rouges qui est vraiment agréable à attraper. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder la pêche à l'asticot collé. Donc c'est une technique sur laquelle on me pose énormément de questions. Donc comment préparer ces asticots, comment pêcher à l'asticot collé, quels produits, comment préparer ces asticots. Je pense que c'est l'occasion rêvée. Donc déjà, on est en été, les eaux sont chaudes, les poissons bougent et sont réceptifs à ce type d'approche. Et le parcours s'y prête particulièrement bien parce que les fonds sont assez rocailleux, il y a pas mal de galets, c'est un fond de rivière. Et les carpes donc communes, les carpes sauvages du parcours, se déplacent en banc de manière un peu désordonnée et chopent tout sur leur passage. Donc les asticots, quand ils vont sortir de la cage, vont faire un petit tapis et ça va forcer un peu les poissons justement à bouger, à se nourrir. Et puis moi je serai au milieu avec un hameçon, elles viendront l'attraper. Donc les asticots collés, c'est assez simple à mettre en pratique, mais c'est quand même une préparation qui est minutieuse. Donc asticot collé, dans asticot collé, il y a asticot. Donc première chose, il ne faut pas se tromper quand on commande ces larves, il faut acheter des asticots. On n'achète pas des gozer. Alors pourquoi? Parce que le gozer, avec les températures, bon là le ciel est voilé, ce qui est bon pour la pêche entre autres. Le ciel est voilé, mais quand il y a du soleil, que ça chauffe, les gozers vont avoir tendance, une fois collés, donc, à chauffer. Et qu'est-ce que font les gozers quand ils chauffent? Ils castérisent, ils deviennent noirs et puis ils flottent. Chez nous, ça va très très vite. En une journée, on peut avoir des larves prêtes à éclore, quoi. Donc asticot, l'asticot, lui, il ne va pas castériser, il va avoir tendance, quand il chauffe, à mourir, à noircir, et puis c'est pas la même variété de mouches qui pond les œufs. Donc déjà, première chose, choisir des asticots de qualité de préférence et frais. Pourquoi frais? Parce qu'il va falloir les préparer au plus juste. C'est-à-dire les tamiser, enlever la sciure, le maximum de sciure, enlever le maximum de morts, tout ceci possible, pour après commencer à les coller. Donc étape numéro 1, on enlève la sciure. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir le paquet, d'utiliser un tamis à petite maille. Donc je ne fais pas tout d'un coup, ça me permet de bien enlever
la sciure. Si on met tous les asticots d'un coup, il se crée une épaisseur et puis au final il reste toujours un peu de sciure dans les larves. Donc je le fais en plusieurs fois. Donc voilà. Donc là je fais 1 litre d'asticot. Avec 1 litre d'asticot sur une pêche de loisir et de carpe, de beaux poissons comme ça, je pense en avoir assez en pêchant avec des cages de type small et medium. J'en aurai largement assez pour 5-6 heures de pêche. Je ne sais pas si on les pêchera aujourd'hui, dans tous les cas voilà, ils seront prêts. Tout en sachant qu'on peut décoller les asticots après. C'est un peu plus embêtant à faire, mais il suffit de les mouiller, de laver la colle qu'on va incorporer, et puis de les sécher sur une grille et puis de les dégraisser avec de la farine de maïs. Mais bon, là c'est pas le sujet du jour. On va déjà les coller. Donc là déjà, avant de les passer sur un tamis pour enlever j'enlève les 2-3 grosses brindilles qui restent. Il reste toujours des grosses brindilles, des gros détritus dans les asticots. Donc on les enlève, ce que je vois. Et puis je vais les passer sur à travers une grille pour les tamiser tout simplement, comme on tamiserait n'importe quel asticot, déjà pour enlever voilà, toutes les larves qui sont mortes. Donc ce que je fais, c'est que je vais changer de grille. Je vais passer la grille de taille supérieure. Voilà. Je mets mes asticots dessus, j'essaie que ça soit plat. Voilà, donc là, on va les laisser passer. Pendant ce temps-là, je vais préparer quand même 500 g de farine. Alors la farine, ça va être un peu et une porte de sortie si les poissons ne sont pas réceptifs à des œufs uniques. Ce qu'il faut se dire quand on pêche à l'asticot collé, c'est que les poissons, on va chercher des poissons qui sont présents sur le coup et en activité. Il n'y a vraiment aucun appel si ce n'est le bruit du feeder. Il n'y a pas de particules en mouvement, il n'y a pas de... Bien que la colle, comme on va le voir après, que j'utilise, soit une colle naturelle et qui est un peu sucrée, donc qui a peut-être un petit attrait gustatif, mais qui va rester très ciblé sur le feeder avec les asticots. Donc je vais quand même préparer 500 g d'amorce. Cette amorce, ça sera de l'amorce méthode mix classique. Donc voilà, pour pêcher aux méthodes feeder avec de la farine de poisson. Donc elle me servira à faire des bouchons. Donc si nécessaire pour déclencher plus rapidement les touches, je pourrais en mettre même dès le début, c'est de faire un bouchon de farine, de l'asticot collé par-dessus, de lancer. Et sur mes asticots, j'aurai une petite zone d'appel sur le fond qui me permettra de faire venir les poissons rapidement sur le coup. Et après on les gardera uniquement avec les asticots collés, on verra comment ça se passe. La pêche, c'est jamais signé dès le début. Il faut vraiment, c'est du feeling. Moi j'aime dire que c'est du feeling, même sur une compétition où on s'entraîne une semaine, on sait tous que le jour de la compète, le jour du concours, la pêche sera différente, du feeling. Donc là, je vais mouiller ça. Donc je suis venu avec ma licorne, j'ai pas pris 50 tonnes de matériel, il n'y avait pas trop de place dans le coffre. Voilà, pour mouiller 500 g d'amorce, ça ira bien. Bon, je viens de pré-mouiller mon amorce. Pendant ce temps-là, les asticots ont fini de passer. J'enlève les morts. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est du frais. Les fainéants, hop, on les enlève. Et je vais de suite, chose très importante, une fois qu'on a tamisé ces asticots et qu'on a enlevé vraiment tous les morts, tous les détritus, les brindilles d'herbe, toutes ces choses-là, je vais les laisser sur une grille pour qu'ils se frottent et qu'ils continuent à se nettoyer. C'est super important. Donc là,
je prends mes asticots que j'ai tamisés et je les pose sur une grille. Donc c'est une moustiquaire, il y a une petite punaise là, c'est une moustiquaire classique, hein, petite maille, dans un cadre en bois. Je les pose dessus et là je vais les poser et je vais les laisser, donc il y a de l'espace entre la grille et la glacière là. Je les laisse retourner, bouger et ils vont continuer à se nettoyer et on verra après qu'il y a encore des petits détritus qui vont rester sur place. Alors cette étape elle est ultra importante, c'est le collage, il faut qu'il soit, pour qu'il soit efficace et qu'il dure, il faut qu'il soit assez bien réalisé et précis. Enfin précis, tout est relatif, mais il faut que les asticots soient propres. Si vos asticots sont propres, ça sera déjà une première étape réussie. Donc passez du temps sur les asticots, quitte à les laisser même une demi-heure le matin en arrivant. On peut éventuellement, si c'est des asticots qui sont assez sales de la semaine d'avant, ou voilà, on peut pêcher avec des asticots qui ne sont pas forcément très frais, mais bon, il faut qu'ils soient propres. On peut les dégraisser avec de la farine de maïs. Donc c'est une farine de maïs surfine. On peut les dégraisser avec ça. Et pareil, on va les tamiser, enlever le surplus de farine et les mettre sur une grille avant de les coller pour qu'ils finissent de se nettoyer à 100%. Donc là, je vais en profiter que les asticots soient plus là. Je vais remettre l'amorce dans le bac. Et je vais nettoyer ça comme il faut, parce que pour les coller, les asticots, je vais utiliser ce grand bac plat. C'est un bac qu'on trouve en restauration. Il faut qu'il soit propre et sec. C'est ultra important, surtout sec. Pourquoi? Parce que la colle, elle réagit très vite et très fort à l'humidité. On verra après sur l'étape du collage. Je ne vais pas avoir besoin de mettre des tonnes d'eau. Je ne vais même pas utiliser un vaporisateur pour coller les asticots. Donc un collage d'asticots, ça ne sera pas un collage où les asticots sont collés comme des boules comme des pierres et ne se défont pas dans l'eau. J'aime bien au feeder utiliser un collage d'asticots, on le verra après en plus en détail, où mes asticots se collent tant que je lance et se délitent assez rapidement au fond de l'eau. Sur des parcours où il y a beaucoup de poissons comme aujourd'hui, si j'ai un asticot qui colle beaucoup trop, je vais avoir une touche, je vais ferrer, je vais ramener mon asticot. Donc au final, je n'aurai rien mis à manger au bout sur un lancer, 2 lancers, 3 lancers, et puis je vais perdre les poissons. Donc il y a des réglages à ce niveau-là à faire qui sont du collage qui sont assez importants. Donc on va voir comment faire. Donc je vais nettoyer ce bac, finir de mouiller l'amorce, et puis après on passera de suite au collage des asticots. Bon, l'amorce est prête, 500 grammes seront largement suffisants pour faire des bouchons, et j'en aurai même 2 trop, pas grave, je la mettrai au congélateur. Je vais passer au collage des asticots. Donc le collage des asticots, c'est l'étape un peu ultime de la préparation. Donc là, j'en vois un mort, hop, je l'enlève. Il y a toujours un ou deux qui s'échappent. Donc on voit la maille elle est fine pour éviter qu'il passe à travers. Là on est à la limite. Hein. Et si on regarde sur la glacière, il y a encore quelques petits détritus de la sciure de bois, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que je fais là? Donc je mets mes asticots dans mon grand bac. On va essayer de tous les récupérer. C'est les malins, ils trouvent la sortie entre le grillage et le bois. Donc là, ils sont propres, ils sont prêts. Alors maintenant, je vais prendre ma colle. Donc on va sûrement poser la question, qu'est-ce que c'est comme colle, où est-ce que je la trouve? Donc je vais en parler, ça sera plus simple. C'est de la gomme arabique. Donc c'est une colle naturelle, c'est pas une colle qui est chimique. C'est de la gomme arabique, c'est un produit sucré qui colle. Celle-ci, il en existe dans toutes les marques et toutes les formes. J'utilise celle-ci parce qu'elle est très douce. C'est une colle qui vient d'Espagne, d'un magasin qui s'appelle Quinter Pesca. Et c'est une colle que je trouve vraiment sympa à utiliser pour la simple et bonne raison que j'arrive à faire des collages qui ne sont pas durs comme du rocher. Enfin, j'arrive à avoir des collages onctueux avec des asticots qui se défendent d'eux-mêmes et puis je les prends à la main, je les resserre et ça fait un peu comme avec une boule d'amorce. J'arrive à les recoller tout simplement avec une pression. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'humidité des larves. Donc là, j'ai des asticots que je viens de tamiser, que j'ai nettoyés. Ceux-là, je ne les ai pas dégraissés, je suis allé les chercher hier, ils sont propres et ils m'ont l'air relativement secs, entre guillemets, ils ne sont pas très gras.
Si jamais vous avez des asticots humides, il faut les dégraisser avec de la farine de maïs avant de les dégriller, de les passer sur la grille. Donc là, ils m'ont l'air, voilà, ils sont pas gras, mais ils sont pas secs comme s'ils étaient restés en plein soleil non plus. Donc avant même de rajouter de l'eau, je vais les saupoudrer légèrement avec de la colle. Il est possible, il est fort possible même, que l'humidité ambiante, là, parce qu'il a bruiné ce matin, il y a des nuages, suffisent à les coller. Donc c'est là où on a tendance à foirer le truc, et je vois des pêcheurs mettre de la colle partout comme ça, mélanger et rajouter de l'eau, et là on obtient une pâtée avec des asticots. Ah oui, ils sont collés les asticots, mais bon, on ne pêche pas avec. Donc là, je vais saupoudrer. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Après, l'avantage de le mettre sans avoir mis d'eau, c'est que si je me retrouve avec des asticots, là on va le voir quand je remue, même pas, ça le fera pas. Si j'ai trop de poudre sur des asticots secs, je pourrais enlever la poudre avec un tamis, un peu comme on enlève de la farine de maïs. Donc là, j'ai pas ajouté un seul gramme d'eau. J'ai mis très peu de colle et on voit déjà que le collage commence à se faire. Donc ce qu'il faut faire maintenant, là j'aurais pas besoin d'en mettre, on voit que les asticots se collent et puis se défont bien. Après ils vont bouger, hein, ils continuent à bouger, ils ne sont pas morts, le but c'est de les garder vivants justement. On va laisser la colle s'activer par elle-même. On voit là, ils sont en train de se défaire, ils sont collés, j'ai appuyé dessus, ils sont collés, ils sont en train de se défaire. Donc ça c'est un peu le collage que je cherche à réaliser. Donc là je les laisse un peu se débrouiller. On va les laisser dans le bac, le temps de préparer. Bien sûr, s'il y a du soleil, à l'ombre, hein, on les met à l'ombre. Ça en plein soleil, ça chauffe, ça meurt. Hein. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ils sont agglomérés les uns aux autres, ils frottent pour se défaire, ça chauffe. Là, ça va chauffer dans le paquet. Là. Donc il faut les protéger au maximum de la chaleur. Aujourd'hui, je suis en plein été, on est au mois de juillet. Hier, il y avait 38 degrés, aujourd'hui, il y a 25. Donc je ne vais pas me plaindre, c'est les conditions, on va dire, un peu idéales. Donc je vais les laisser se débrouiller et puis je vais de suite aller préparer la canne à pêche, le montage et puis sonder pour voir à peu près à quelle distance et sur quelle profondeur je vais pêcher. Je viens de sortir une canne, ça sera ma seule et unique. Pas besoin de monter 50 tonnes de matériel. C'est une 370, une Horizon Pro distance. Donc c'est une canne qu'on retrouve assez souvent dans mes vidéos. J'ai la chance d'habiter une région où il y a des gros poissons. Et c'est pour moi la canne vraiment idéale pour s'attaquer à ce type de pêche, carpe et carassin. Donc c'est une Horizon Pro distance en 3,70 m de puissance 90 grammes. C'est ce qui est important, c'est que malgré qu'elle reste assez courte, elle est très puissante et elle va me permettre de tirer sur les poissons si vraiment ils veulent jouer. On l'a vu en action d'ailleurs sur la vidéo où je pêchais au Pont du Gard, sur des grosses communes. Donc j'ai pu l'essayer comme il se devait, puis surtout voir qu'elle avait une grosse réserve de puissance et que je pouvais tirer dessus. Là aujourd'hui, j'espère toucher plus de poissons, pas plus gros, mais plus de poissons, et peut-être des poissons un peu surprises. Donc une canne de 3,70 puissance 90 grammes, donc on est plus sur du heavy que sur du médium, on est sur du heavy. Donc je ne vais pas pêcher avec un feeder de 90 grammes, la puissance de la canne, oui c'est des équilibres après. Une canne, on ne lancera pas avec une canne de 3,60 de puissance 50 grammes, un feeder de 90 grammes. Par contre on pourra lancer avec une canne de puissance 90 grammes, un feeder de 30 grammes. Là je vais me servir du nerf de la canne, pas pour chercher la distance, mais pour contrer les beaux poissons. Donc j'ai monté dessus un moulinet en taille 5000 que j'ai garni avec du nylon, alors là c'est du 28 centièmes. Je vais pouvoir pêcher avec des gros bas de ligne si c'est nécessaire. Je ne vais pas hésiter à monter 25 centièmes et au-delà. On est en été, les poissons sont mordeurs. J'espère pas toucher non plus que des très grosses parce que là, il faudrait presque du matériel de carpiste pour les sortir et que ça reste agréable. Il ne faut pas non plus que ça soit
que je perde énormément de temps à sortir 150 mètres de fil pour assurer un poisson qui va aller se tanker dans les herbiers que j'ai au-dessus, des herbiers que j'ai au bord ou dans les accros qui sont au milieu. Donc au milieu, c'est envahi d'accros. Au sondage, je risque de perdre un ou deux montages, mais c'est essentiel de bien sonder, de chercher ces accros, de pêcher juste après ou juste avant. Voilà, j'ai une canne. Voilà, je viens de voir un poisson il me montre son dos, c'est magnifique. Je vais pêcher juste après. Je suis dans l'eau, j'ai gagné 5-6 mètres. Pêcher les pieds dans l'eau, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, je vais chercher les poissons assez près du bord, à une 40, 45, 50 mètres maximum, avec du matériel qui est costaud, qui va pouvoir me permettre de sortir des poissons, mais je vais essayer de rester, voilà, de faire une pêche qui me permet d'avoir des touches et de sortir des poissons qu'on puisse les voir. Donc sur ce nylon en 28 centièmes, je vais faire un montage à plat classique. Alors on me dit oui, encore et tout. À Istres, les brèmes, montage à plat classique. Les carpes, montage à plat classique. Carpe à l'asticot ou pêche à l'asticot, montage à plat classique. C'est le montage qui passe partout. Le pêcheur au feeder qui commence à pêcher au feeder ne se trompera jamais à faire un montage à plat classique. Donc c'est peut-être l'occasion de revenir dessus dans le détail, on va voir ça. C'est le montage le plus simple, et les montages les plus simples avec le moins de nœuds possible, le moins d'accessoires, ce sont les montages qui ne s'en mêlent pas ou qui s'en mêlent le moins possible. Donc ça suffira largement. Une canne, un moulinet, du nylon, un montage à plat. Sur ce montage, je mettrai un bas de ligne, je commencerai avec 50 cm, du 20 ou 23 cm et demi. On va voir l'humeur que j'ai quand j'ouvre mon tiroir. Et je mettrai dessus un hameçon à œillet assez fort de fer, on verra après en détail. Très simple, très simple, une pêche que tout le monde peut réaliser. Pas besoin de grand chose. Moi j'ai 2 dessertes, avec une desserte on peut en avoir largement assez. Une installation dans l'eau, c'est vraiment une pêche plaisir aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc première étape, donc je prends des stop flottes. J'en mets un sur la ligne, voire 2. Quand c'est des gros poissons, on peut commencer par 2 stop flottes pour éviter d'avoir à chaque fois, parce que les carpes, on les tire, donc on ramène le feeder vers le stop flotte du bas et elles partent d'un coup. Quand elles partent d'un coup, qu'est-ce qu'elles font? Le feeder il monte, il tape. Et à ce moment-là, l'autoferrant, si on a un stop flotte qui n'est pas très dur ou par rapport à la taille du nylon, si on a un nylon un peu fin, il remonte petit à petit et puis on se règle cette distance d'autoferrant. Donc c'est pas gênant. De toute façon, c'est posé par terre. Le poisson ne va pas sentir forcément la résistance de ce côté-là. Donc allez, je vais en mettre 2. Donc un premier. Donc on passe, pour mettre un stop flotte, déjà on voit que ça coulisse dur sur le 28, il n'y aurait même pas besoin d'en mettre un deuxième, mais je vais le mettre pour vous montrer que ça ne nuit pas. Donc pour mettre un stop flotte, c'est des petites grappes comme ça de stop. On passe le fil dans la boucle au-dessus du stop. On tire sur le stop. Attention, il ne faut pas que le fil bien sûr sorte de la boucle avant de tirer le stop. Et on fait remonter le stop délicatement, comme ça on lui fait passer les 2 épaisseurs de fil et hop, il est sur la ligne. Donc pour le moment, je le monte un peu plus haut parce que je vais avoir à mettre une agrafe. Donc montage à plat classique, un émerillon agrafe. On ne s'embête pas plus que ça. Donc un émerillon agrafe grossier. Voilà. Donc j'ai monté mon émerillon agrafe. Après, le montage à plat, ça reste un montage simple, mais si on pêche des petits poissons, des plaquettes ou des gardons avec un montage à plat, je vais pouvoir affiner, mettre des stop flottes plus petits, une agrafe plus légère et un nylon plus fin, voilà, d'alléger le montage. Pour être vraiment technique à la pêche au feeder, on joue sur le poids des accessoires, sur le poids des montages, toutes ces choses-là. Donc là, je reviens à mon montage, j'ai mis 2 stop flottes, un émerillon agrafe, là on le voit c'est bloqué, ça ne montera pas, un émerillon agrafe et je vais bloquer mon agrafe avec un autre stop flotte. Voilà, les 3/4 du montage sont réalisés, donc j'ai mon agrafe qui est bloqué entre les stop flottes, je vais régler la hauteur des stop flottes qui sont du dessus pour régler l'autoferrant, celui du bas viendra s'appuyer sur le nœud de ma vrille, donc je réalise forcément une vrille, je vais prendre un peu de fil, donc j'aime bien avoir assez large pour la réaliser. Je ne mets pas d'agrafe, pas d'émerillon, pas de ces choses-là sur ce montage-là. Je vais peut-être tomber sur des gros poissons. Et j'aime autant avoir mon bas de ligne en direct sur le corps de ligne.
En sachant que si, à part les fois où on pêche avec 2 asticots piqués du même côté, soit par la pointe, soit par le côté plat, enfin la tête ou la queue, quoi, où ça fait une espèce de V, on crée un hélicoptère, là ça peut vriller la ligne, sinon la plupart du temps, pêcher sans émerillon, ça ne vrille pas le montage plus que ça. Donc je fais tourner le fil entre mes doigts et je vais faire une vrille. Je mesure pas, hein, c'est à l'œil, hein, c'est à mon ressenti. Donc là ce que je fais, vous avez vu, je vrille et surtout sans dévriller, je tire pour affiner la boucle au bout. Je ne veux pas non plus qu'elle soit microscopique parce qu'il va quand même falloir passer un bas de ligne dedans. Et je reviens encore en roulant, je tiens, je reroule, je tends, je reroule, je tends, je reroule. Donc là on a quelque chose qui est très raide. Donc c'est une vrille qui est très très raide. Ça fait à peu près une dizaine de centimètres. Alors la règle, c'est qu'une fois que on tient le montage par le haut, il ne faut pas que le feeder dépasse de la vrille. Il faut que la vrille soit plus longue que la longueur de la graffe plus le feeder. Donc il ne faut jamais lâcher par contre. Quand on a vrillé, il faut bien tenir l'endroit, le point de tresse. Et puis je fais un nœud de 8. Un nœud de 8 que je viens vraiment mettre sur le haut. Voilà. Je tends, c'est du 28 centièmes, c'est costaud. Et je coupe, voilà. Je peux couper assez court, hein, si le nœud est bien réalisé, ça ne bouge pas. Et ce que je fais ensuite, c'est que je descends mon premier stop flotte au-dessus du nœud. Et puis mon montage est réalisé, il ne reste plus qu'à mettre le bas de ligne, donc on le raccorde boucle dans boucle dans la vrille que je viens de réaliser. Donc c'est un montage qui est très simple et qui va être très pêchant sur beaucoup de parcours et de types de poissons. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre un feeder. Les feeders aujourd'hui, j'ai choisi des bottom weighted feeders. C'est des feeders tout simplement en français avec la plombée terminale. Donc plus communément appelés pole feeder, enfin, j'aime les appeler comme ça parce que c'est des feeders qui avaient été conçus pour pêcher à la canne et au feeder, donc on pose le feeder sur le fond avec la canne au-dessus. Donc c'est des feeders qui vont être intéressants ici pour libérer rapidement les asticots. Donc j'ai 3 tailles, j'ai small, medium, large. Je vais commencer à pêcher avec un large en 30 grammes. Il n'y a pas besoin de pêcher plus lourd et plus léger. Pour le moment, je ne vois pas l'intérêt parce que les poissons, je me suis rendu compte qu'ils aimaient quand même, ce petit bruit à l'impact. Et l'avantage de ces feeders sur des pêches de bruit où il faut clonquer, des pêches même de brème, ceux qui pêchent les brèmes, c'est qu'on a des feeders à l'impact qui viennent claquer l'eau et on a vraiment un clonk. Donc quand on clip et qu'on accompagne, ça fait vraiment un clonk qui est particulier. Contrairement aux feeders plastiques en pointe, donc les horizons feeders qui, bloqués proprement, vont rentrer, fuseler un peu dans l'eau et puis on va avoir moins de bruit à la surface de l'eau. Donc un feeder qui est intéressant parce qu'il va libérer rapidement les èches, donc je vais faire un bouchon d'amorce, des asticots ou que des asticots, et surtout qui va faire du bruit pour attirer les poissons. Donc là je suis arrivé par les eaux en licorne, mais on voit que les poissons continuent à y avoir de l'activité. Ça ne les a pas plus dérangés que ça. Je suis tout seul en plus sur le parcours, donc je veux rebondir un peu sur ça parce qu'on me dit souvent oui on triche sur les vidéos, on ne triche pas. Donc les poissons qu'on voit sur les vidéos, ce n'est pas des poissons qu'on fait à plusieurs ou ce n'est pas des poissons qu'on a pêchés la veille. C'est des poissons qu'on fait le jour J avec la technique qui est évoquée dans la vidéo. Mais je ne suis pas plus bête, on n'est pas plus bête que les autres. On choisit nos places, on choisit nos parcours en fonction de la saison, en fonction du lieu, de toutes ces choses-là. Et voilà, on choisit des choses où on peut vous montrer des poissons et puis surtout vous expliquer donc avec des arguments, des touches, vous montrer que ça marche vraiment. Donc là, on doit le voir sur les images, j'ai des poissons qui sautent de partout. Je ne peux pas tricher, ils sont là et les poissons sont là et j'espère vraiment de tout cœur qu'on les attrapera. Donc pour revenir au feeder, 3 types de feeder, début de pêche, si ça marche bien, on reste sur le large. Si les touches, j'ai des passages dans le fil, les poissons ne mordent plus, je vais réduire, je passe sur un médium. Et si j'ai encore des passages dans le fil, que les poissons ont vraiment du mal à manger mon èche, il y a vraiment trop d'èche sur le fond, je passerai sur des petits feeders. Je vais faire attention quand même, le feeder métallique en pole feeder, quand je vais le ramener faire un aguichage, je vais avoir tendance à racler le fond. Sur des fonds rocailleux, ce n'est pas forcément l'idéal, mais là, sur une pêche de gros poissons,
je vais avoir tendance à poser ma ligne et à plus la toucher. Donc le seul inconvénient que je vais avoir, c'est au sondage. Je vais sonder avec un plomb, mais j'aime bien quand même après passer avec un feeder pour vraiment voir s'il y a des accros. Parce qu'on n'accroche pas pareil avec un plomb d'arlesé sur le fond comme on accrocherait avec un feeder. Donc il est possible que j'en laisse un ou deux, mais bon ça malheureusement c'est la pêche. Un jour il faudra que je fasse de la plongée, que je vienne en récupérer quelques-uns là. Tous les compétiteurs qui passent ici, il y a un concours récemment, malheureusement on laisse quelques feeders dans cette barre d'accro. C'est un parcours qui est soumis aux grosses crues, il y a des arbres, il y a des rochers. Enfin bon voilà, toujours pour dire qu'il faut s'approcher au plus près des accros et qu'il faut faire attention avec ce type de feeder. Avec un feeder pointe, plastique, ces choses-là, on glissera mieux, mais ça sera un petit peu moins propice au type de pêche que je veux faire aujourd'hui. Je mets mon feeder. Non, je ne vais pas mettre mon feeder, je vais mettre un plomb. Je vais mettre un plomb parce qu'on va sonder. Donc un arlesé de 30 grammes sur la graffe et puis c'est parti. Je vais lancer progressivement, voir les accros. Alors là, ça va pas être ultra précis, je sonde avec ma canne en nylon. C'est vrai qu'en tresse, ça serait quand même mieux pour sonder, je le répète à chaque fois. Là, je connais un peu le parcours, je sais qu'il faut mettre voilà, 40-45 mètres d'où je suis, ça sera bien. Je vais lancer, ramener, dès que je sens que ça bloque, je remets 3, 4, 5 mètres et puis je sais que je pêcherai 3, 4, 5 mètres derrière les rochers. Je vais pêcher comme ça et puis, comme j'aime le dire, feeling, on avisera. Le sondage est effectué, on est bon. Je pêche à environ une quarantaine de mètres. Je pensais pêcher un peu plus loin, mais non, ça suffira. J'ai cassé une fois, comme en essayant de gratter le fond, comme prévu. Donc je sais où ne pas pêcher, et je sais aussi que si j'ai des poissons, il va falloir que je les lève, parce qu'en ram, maintenant, j'ai touché des choses. Il me reste à monter mon bas de ligne et faire un petit point sur les èches, puis ça va être bon pour attaquer cette belle journée qui s'annonce. Le soleil qui se lève un peu là-bas à l'horizon derrière les nuages. Donc un MXB1, donc c'est un hameçon à œillet que je vais monter avec un nœud sans nœud, parce que c'est un nœud que j'aime bien, qui est résistant sur les gros poissons. Plus ça tire, plus il se tend, plus il se serre. Un MXB1 taille 14 sur du Power Micron 20, 23, 20, 23, 23. Non, c'est trop risqué. Donc du 23. Donc je vais faire à peu près 50 cm à la louche. Donc ce que je fais, c'est que je coupe un bout de fil. Je pourrais monter mon hameçon dans une boucle aussi. Bon, on va commencer comme ça avec un nœud sans nœud. Et puis en fonction de comment les poissons mordent, comment ils prennent l'appât dans la bouche, je changerai si nécessaire. Ce que j'aime bien sur le MXB1, c'est qu'il a un ardillon. Et sur cette pêche de carpe, je vais utiliser des asticots à l'hameçon. Des asticots vivants, et du coup ça permettra de les garder bien en place sur le crochet. J'ai peur qu'en attendant, c'est des touches que je vais pouvoir attendre une dizaine de minutes, j'ai peur que les asticots sortent de l'hameçon, s'en aillent. Si nécessaire après, je pourrais éventuellement monter un hameçon sans ardillon, un peu plus fort de fer, un MXC4. Donc qui me permettra je les ai pas là, qui me permettra de tirer vraiment fort sur les poissons. Donc on va dire que 50 cm, c'est à peu près ça. Je ferme la boucle de mon hameçon avec un nœud de 8 qui ne glissera pas, contrairement à une boucle simple. Voilà, le montage est prêt. J'ai réglé un autoferrant d'environ 10 cm, mon feeder large en 30 grammes, un bas de ligne de 50 et un hameçon, donc un MXB1 de taille 14. Allez, je vais chercher mes èches, mon petit bac d'amorce, et puis on va attaquer la pêche. Bon, première cage de la journée. Je vais mettre un peu d'asticot collé dans la cage, une cage large, un bouchon de farine dessous. Je vais pêcher directement, les poissons sont là.
Donc 4 asticots, j'ai tapé dans les asticots collés. Donc on entend bien le petit clonk. Et là ce que je vais faire, vu les accros, c'est poser la canne, juste tendre le fil et timer un peu la pêche et laisser... Oh, j'ai déjà un passage. Oh, c'est bizarre ça. C'est un poisson? Ouais, c'est un petit poisson. Un poisson-chat. Bon, ben ça commence bien. C'est pas ce que je suis venu chercher réellement, mais bon. À peine c'est tombé sur le fond. Alors j'espère que les carpes vont rentrer et que je vais pas être embêté par les poissons-chats, parce que là, ça peut vite devenir l'enfer. Donc là, mes asticots sont parfaits là. Ils sont parfaits. Je les roule sur ma jambe pour les rentrer dans la cage. Alors ce que j'allais faire quand j'ai vu la touche, c'était prendre mon marqueur et marquer la distance. Parce que si je commence à avoir les carpes ou les gros poissons qui rentrent sur le coup, il faudra que je pêche peut-être déclippé comme d'habitude. Commencer à avoir l'habitude avec moi. Là, je ne savais pas qu'il y avait une population de poissons-chats sur le parcours. J'ai ouï dire que mon ami Alexandre en avait fait un l'autre fois au concours, mais bon. Là, c'est première touche un poisson-chat. Ça sent la merguez, comme on dit. Là, c'est 9h moins 10. On va regarder un peu comment ça se passe. Je vais laisser 4-5 minutes les premières cages et après je vais espacer en fonction des touches, de comment les poissons réagissent. Ou alors au contraire, si je me rends compte là j'ai un passage. J'espère que c'est un passage, que c'est pas un poisson-chat qui est en train de rigoler encore avec mes asticots. Dans tous les cas, eux, ça leur fait pas peur. Hein. Du 14 centièmes, du 14, hameçon de 14 sur du 20 centièmes ou du 23 centièmes. Ouais, je suis en 23. Oh, ça sent le chaton, ça. Bon, il faut faire gaffe hein, parce que sur ce genre de parcours, les poissons arrivent, ils fouillent un peu partout, ils tapent dans la ligne et puis au final, on se fait arracher. Ouais, bah là ça chatoune là. Ouais, c'est ça. Alors, je mouline un peu comme un goré, mais il faut passer la barrière du milieu. Oh là 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 là. Ça c'est la folie ça. J'espère qu'on ne va pas attraper que ça. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a des chats nulle part sur le gardon. Bon, tout ne se passe pas comme je l'avais prévu, ça fait un quart d'heure que je pêche. J'ai déjà 7 poissons, mais 7 poissons-chats. Donc sur mon coup principal à 40 mètres, j'ai l'impression que pour le moment, je suis envahi de petits machins à moustache. Donc là, j'ai décidé de ne pas attendre. J'ai marqué ma distance de 40. Je suis parti pêcher plus loin. Il y a beaucoup moins d'eau en fait. C'est du gravier, ça remonte vers la berge d'en face. Donc là, je suis à ma deuxième cage. Je vais essayer de voir si les poissons, les carpes ne sont pas dans moins d'eau. Avec la chaleur, peut-être qu'elles montent sur les bancs de gravier. Et je vais surtout être moins embêté par les poissons-chats, enfin, j'espère, qui pour le moment n'ont pas l'air d'être là-bas dans pas d'eau. Je vais voir comment ça se passe et si j'ai pas de touche, pas de passage là-bas au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je reviendrai sur mon coup
sur mon coup de départ et puis j'insisterai en espérant piquer des beaux poissons au travers. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'ai jamais fait un poisson-chat sur ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que j'en ai une boule, vraiment une boule sur le coup. Donc c'est pas drôle, d'autant plus que je suis à l'asticot collé et j'ai quasiment pas d'amorce. Donc même si je voulais m'amuser à les pêcher, ça durerait une demi-heure, quoi. Donc je croise les doigts. Il me reste une solution après, c'est de faire un coup dans mes pieds à 10-15 mètres. Ça sera ma dernière porte de sortie éventuellement, d'essayer de faire ça, si ça rentre pas là-bas en face. C'est ma quatrième cage au large. Et j'ai de l'activité, j'ai le sillon qui bouge, donc j'ai des passages. On commence à connaître un peu l'histoire. Je croise les doigts, mais déjà je ne suis pas embêté par toutes ces petites touches de chat. Et il se pourrait qu'il y ait des poissons qui traînent dans le quartier là-bas. Il n'y a vraiment pas d'eau, donc je vais peut-être réduire un peu mon bas de ligne, je ne sais pas, pour essayer d'être encore plus précis sur le coup. Il doit y avoir 1 mètre à peine là où je pêche. Voilà, il y a des passages. Il y a des passages. Donc il ne faut pas hésiter à attendre encore une fois jusqu'à 10-15 minutes. Les carpes, il faut qu'elles se mettent en confiance aussi, c'est des poissons qui sont sauvages. Bien que le bruit, là je viens de poser mon feeder il y a 2 minutes sur le coup. J'ai eu un passage de suite. Donc le bruit ça leur fait pas plus peur que ça, mais après pour de là à manger ce qu'il y a sur l'hameçon, peut-être qu'il leur faut un peu plus de temps. Elles tournent en rond, elles prennent ce qu'il y a autour et puis elles se rapprochent. Par contre je suis en train de devenir dingue parce que il y a des gros poissons qui sautent de partout, notamment sur mon coup principal, sur mon coup de départ. J'y suis retourné une fois, j'ai refait de suite un poisson-chat. Alors j'espère que les poissons avec la pression atmosphérique et toutes ces choses-là ne sont pas remontés dans la couche d'eau, ne sont pas entre deux eaux. Ceux-là, j'ai pas ce qu'il faut pour aller les chercher comme ça. Il faudrait pêcher soit avec un zig, soit essayer de faire flotter des asticots, mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut avec moi. Je vais essayer de bricoler un truc. Toujours est-il, il y a des poissons sur le parcours et il faut réussir à comprendre comment les attraper. Là encore une fois, on n'est pas dans la fiction. On peut bien voir à ce moment-là de la vidéo que c'est compliqué. Et là, j'ai eu une touche là. Donc là, il faut pas laisser le poisson prendre du fil. On est en sauvage. S'il prend 100 mètres, ça va être dur de lui récupérer. Ah, mon doigt! Elle est sur la berge d'en face, on la voit dépasser en face là-bas. Oh, je me suis fait arracher la canne. Elle a le dos qui sort en surface là-bas. Je suis retourné sur mon coup du large. Oh là là, c'est fou. Ah ouais, il n'y a vraiment pas d'eau là-bas. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Mais bon, c'est rigolo. Regarde ça, regarde ça. J'ai déclippé. Et je pense que si j'avais pas déclippé, on la gardait pas celle-là. Ça doit pas être un gros poisson, je pense pas, mais j'étais en train de discuter avec Emilien, savoir ce que j'allais envisager pour la suite de la pêche. Voir si je refaisais pas un 3e coup vraiment dans mes pieds au bord, au ras des herbes. Je pense qu'à un moment donné, je serais un peu contraint de le faire pour essayer d'avoir d'autres touches. Et pendant ce temps-là, je me suis fait arracher la canne. Bon, forcément, c'est une carpe. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la touche, j'ai réussi à déclipper, sinon je cassais, mais à la touche, elle est remontée en surface. Vous voyez son dos là-bas. C'est que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'eau là où je les pêche. Hein. On est vraiment sur la plagette.
Je sens sa dorsale qui touche le fil. Là, elle est en train d'arriver dans les herbes. Oh. Ah, envie de couper là. Là, elle a envie de couper la ligne. Je pense que je viens de tondre le gazon qu'il y a au bord de la verge. Là. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Là, je ramène de l'herbe, elle est au bout. Je m'en sors bien avec mon 23 centièmes, je pense, parce que même un poisson de cette taille-là qui fait 2-3 kg, en 20, il m'aurait explosé au travers des herbes. Là. Oh, c'est des poissons qui sont magiques. Et hop là, c'est dans la fouille. Un super poisson. Là, je suis content parce que je commençais un petit peu à déprimer là. Ah, c'est vraiment une belle carpette qui fait entre 2 et 3 kg, pas plus. Mais vraiment un super poisson. Hein. Et alors quelle puissance! Et là, contrairement à tout à l'heure, je l'ai eu avec des asticots rouges, des gozzers rouges, pas des asticots, à l'hameçon. Alors je sais pas si c'est ce qui a fait la différence. Toujours est-il, j'ai une touche. Allez, à la suivante. Bon, bah, troisième carpe. Ça a l'air d'être un peu plus joli. C'est moins vif, mais ça part plus en poids. Là, il y a le vent un petit peu qui se lève petit à petit. Est-ce que ça va pas faire bouger un peu les poissons? Toujours est-il, là-bas, je suis pas embêté par les poissons-chats. J'en ai fait un petit suicidaire peut-être. Ah, ça a l'air d'être un poisson un peu plus joli, ça. Ouf. Alors c'est toujours compliqué de jongler entre canne haute et canne basse. Ça serait mieux de les ramener canne basse, mais si je la... Eh ouais, je la perds. On est au-dessus des accros, vouloir la faire passer, je la perds. Je l'ai décroché. Bon, les poissons sont là-bas. Je vais continuer à pêcher comme ça. Là, je la décroche. Et je m'aperçois justement que mon bas de ligne, en plus, il est tout usé. Parce que tout à l'heure, le poisson qui se retournait, qui se retournait, qui m'a fait couper toutes les herbes du bord avec ma ligne, m'a usé le bas de ligne, donc je vais le changer directement. Changer l'hameçon aussi qui a l'air de plus trop piquer. On va mettre ça de côté. C'est dommage parce que ça avait l'air d'être un très joli poisson. Bon, 5e carpe touchée. Je vais voir si j'arrive à la sortir celle-là. Oh. Elles ont une défense. Celle-là, elle a décidé de partir complètement à gauche. Ah, j'ai de la place pour les laisser partir, mais j'ai pas envie parce que je vais encore la perdre. Il y a des gros blocs de roches au fond, elles vont se frotter dessus et le bas de ligne, ben, elle clique. Ça va, il n'y a pas trop d'herbier, il y a un peu plus d'eau au bord à gauche, j'ai l'impression. Moi, je suis installé en plein dedans. Peut-être pas choisi la facilité d'ailleurs.
ça commence à retenir là. Ah ça y est, ça relâche. Ah, ici il y a des herbes. Ah si, ça y est, il y a des herbes. Je la sens, elle est dedans. C'est envahi d'herbes en fait, partout. C'est pas des grosses herbes, mais ça fait des tiges avec des... Ah punaise, et voilà. De nouveau, elle est partie dans les herbes, je la perds. Je la décroche. On va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver. C'est le mauvais, on est dans la mauvaise passe là depuis que les baigneurs m'ont mis un peu la rage. Ça va plus. Mais bon, c'est positif, les poissons sont présents. La technique est bonne, j'arrive à piquer les poissons. Elles répondent bien à l'asticot collé. J'ai changé, j'ai mis un bas de ligne de 40 cm, j'ai enlevé 10 cm. Il y a moins d'eau là-bas, j'ai voulu rapprocher un peu plus du bord. On voit que malgré mes deux stop flottes, les deux sont remontés au-dessus. C'est quand le poisson passe dans les herbes et tire, ça tire sur le feeder s'accroche dans les herbes et c'est à ce moment-là que je les perds les carpes. Ça me fait pareil ici, ça me fait pareil là. Il faut que je tire encore plus fort. Donc c'est ce que je vais faire, le prochain poisson je vais tirer. Mais c'est intéressant parce que le poisson répond quand même à la technique. Mais maintenant qu'il y a un peu plus de calme, c'est beaucoup mieux. J'attends pas très longtemps, une dizaine de minutes. Ça me semble être le bon tempo. Je suis plus trop embêté par les poissons-chats. À vrai dire, des fois j'ai des petites touches, mais je laisse et j'attends que la canne s'arrache. Voilà. Là on a vu que j'ai lancé sans clip, donc dès que j'ai vu le repère bouger, j'ai bloqué avec la main, le repère est juste là. J'ai 80 cm, 1 mètre. Sur les pêches de carpe en sauvage, on n'est pas à 50 cm près. C'est des poissons qui passent en banc, qui mangent un peu partout. Donc voilà, là je suis de nouveau en place. Je regarde ma montre, c'est midi 11. Ça fait 3h15 qu'on pêche. 3h15 que je pêche et j'ai 2 carpes dans la bourriche, des poissons-chats, je les ai mis mais c'est pas intéressant, je suis pas venu pour ça. Par contre j'en perds maintenant, j'en décroche 2 et j'en ai 2 qui me coupent mon bas de ligne. Ça devient compliqué mais bon, il faut faire avec, c'est la pêche. C'est la pêche et il va falloir que j'arrive à trouver le juste milieu. Enfin, il va falloir que j'arrive à tirer dessus assez fort pour les faire venir. Là, je vais les faire passer par-dessus les herbes en essayant de ne pas les casser. C'est un peu du cirque là, mais je vais finir par les rentrer. C'est des poissons qui sont plus jolis. Tout à l'heure, les 2 premières que j'ai faites, c'est des poissons qui font... la première fait 1 kg, la deuxième fait 2, 2,5, 3. Enfin, je sais pas, voilà, j'arrive pas vraiment à donner un poids exact. C'est des poissons qui rentrent bien, qui montent bien et qu'on arrive facilement à ramener dans l'épuisette. Par contre là, les derniers poissons que je touche, c'est des sous-marins. C'est des poissons qui doivent à mon avis faire 3, 4, 5. C'est un poids qui est assez commun sur le parcours. Mais bon, 4 kg comme ça, avec 1 km d'un côté, 1 km de l'autre pour tirer sur la ligne et avec une patate d'enfer et des accros partout, autant dire que c'est du sport. Bon, le job est fait, j'ai réussi à centrer, à recibler les poissons. Ils sont là-bas, ils sont dans le pas d'eau, il y a moins d'1 mètre. L'avantage, le seul point, hop, me fait arracher la canne. Le seul point positif que j'ai trouvé au passage des baigneurs, c'est que quand ils sont venus en face et qu'ils sont allés avec leur bateau mettre un peu le brin, ils sont descendus et on a vu qu'ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Donc en effet, il y a moins d'1 mètre. Moi je suis un peu plus près que là où ils étaient, donc enfin un peu plus près de ma berge à moi. Donc j'ai un petit peu plus d'eau parce que ça monte régulièrement. Donc là c'est un poisson qui m'a l'air un peu moins gros. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'elles sont revenues. Elles sont vraiment revenues.
Donc malgré qu'elles aiment le bruit de l'impact du feeder sur l'eau, qui est synonyme de nourriture pour elles, elles n'ont pas du tout apprécié le passage. J'ai eu un passage de 3/4 d'heure, 1 heure de baignade. Elles n'ont pas du tout aimé. Et là, ça a été terminé. Même l'activité de surface avait disparu. Donc on voit que j'ai déjà de l'herbe sur la ligne. Ah, c'est marrant comme elles tirent. Hein. On dirait, elles donnent des petits coups de tête en avançant. On sent la queue qui frotte, la dorsale qui frotte le corps de ligne ou le bas de ligne. Je suis en 23,5 après. Je peux quand même tirer un peu dessus, mais j'aimerais bien en mettre 1 ou 2 dans la bourriche, histoire de dire que j'ai pêché quelques poissons. Donc voilà, là elle m'a mis un coup de tête et j'ai senti que j'ai bloqué. Ça a bloqué, elle s'est arrêtée. C'est le plus compliqué, on va dire, sur ces gros poissons, c'est d'apprendre à maîtriser le point de rupture de sa ligne. Là, quand on est en tournage, en loisir ou comme ça, on prend du temps, on ne veut pas casser les poissons. Mais des fois, c'est en tirant plus fort dessus que justement, on va ne pas les décrocher, pas les casser. C'est une expérience que j'ai eue à l'Iberian Master où en pêchant avec des cannes à pêche beaucoup plus raides, je pêchais au début avec des cannes, des médiums, pour ne pas décrocher les poissons, ça avait l'effet inverse. Donc là, avec des cannes assez raides, finalement, on garde la ligne bien tendue, l'hameçon bien planté. Après, bon, forcément, hein, s'il est planté au bord, là, malheureusement, voilà, on n'y peut rien. Si, à part jouer sur la finesse de l'hameçon, pêcher avec un hameçon plus fin de fer, pour que la carpe engame plus profondément dans la bouche, pour éviter de la décrocher. Mais bon, après, le risque, c'est d'ouvrir un hameçon et de casser un hameçon. Et là, je sais par expérience que sur ce genre de poisson, la référence d'hameçon que j'ai, c'est un minimum. Et que si les poissons venaient à grossir, pour ne pas les ouvrir ou pas les casser, il faudrait que je passe avec un hameçon très fort de fer. Donc là, elle est au bord. Elle venait bien. Et là, ça y est, elle a... Et je peux pas, encore une fois, je peux pas baisser la canne. Si je baisse la canne, je suis tanké. Là, le problème d'une carpe, c'est que plus on va lui lever la tête, plus elle va tirer dessus, plus elle va tirer sur la ligne. Il faudrait la ramener dans le plus au ras de l'eau possible pour la faire venir et la lever au dernier moment. Et bon. Ça marche bien en carpodrome d'ailleurs, de ramener canne au ras de l'eau, canne basse, et au dernier moment de lui faire demi-tour. Bon, c'est quand même un beau poisson. Elle fait... c'est la même que la dernière, elle doit faire 2-3 kg. C'est des poissons qui sont calibrés. Après, il y a des mamans, hein, il y a des grosses mamans. Il y a des très grosses mamans. J'espère qu'on va en toucher une. Enfin, la toucher, c'est une chose, mais surtout la sortir. J'essaie de la désorienter un peu. Ça a l'air de marcher. Allez, elle est dedans. Encore une petite torpille avec des belles couleurs. C'est vraiment un poisson que j'affectionne énormément. Allez, je vais la mettre directement dans la bourriche. Yes, ça fait plaisir parce que c'était pas gagné là. Hein. Quand on sort d'une série comme ça de décrocher, de manquer, de ci, de ça, un poisson dans la bourriche, ça donne toujours du baume au cœur. Et ça donne envie ça permet de croire en ce qu'on fait. Et là c'est le cas, je sais que là-bas j'ai eu 2 touches d'affilée maintenant que c'est calme, maintenant qu'il y a du vent. J'y retourne et j'espère faire d'autres beaux poissons comme ça. Maintenant que j'ai les lunettes de soleil, je les vois mieux mordre les carpes. J'ai ramené un chat et à peine je repose ma ligne sur le cou, que je suis pendu. Ça va pas durer longtemps là. Je sais même pas si on a passé la minute d'attente. Ah, c'est bien, ça devient intéressant. Oh là là. Bon, toujours est-il, ça sera pas le poisson rouge de mon Wonderland que je recherche. Vu la défense, c'est pas un carassin. Bon, l'avantage des lunettes polarisantes, c'est que je vais la voir plus loin au bord sous l'eau et voir exactement dans quoi elle se met. Là, c'est vrai qu'à une dizaine de mètres devant moi, je vois des herbes dessous là. Les lunettes polarisantes, c'est vraiment bien pour ça.
C'est fou, hein. On les fait dans presque autant d'auteur que leur corps là-bas. Il n'y a quasiment pas d'eau. Je pense que je serai en face sur la berge, je les verrai sur le coup mordre. Ça m'est arrivé une fois ici, on était venu se promener avec Alexandre Mézy, mon pote, et il y avait un mec qui pêchait à la canne. Et on voyait les poissons se déplacer sur son cou. C'était impressionnant. L'eau était cristalline. C'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et là, on y arrive. On les voyait se déplacer sur son cou, elles arrivaient du large, du bas de la coulée, mais il y avait plus de courant. Et lui, il n'arrivait pas à en piquer une seule. Ça montre bien quand même que les pêches au feeder, les pêches un peu statiques, où on arrive à stabiliser les lèches sur le fond, elles sont supérieures. Oh là là, il y a vraiment beaucoup d'herbes. Je la sens se frotter, c'est le feeder qui passe. J'essaye de bloquer, mais... Oh, je l'ai vu sous la surface de l'eau, un reflet cuivré. Je sais pas si c'est la même souche que beaucoup plus en aval, mais... Ouais. On va attendre un peu avant de mettre l'épuisette, c'est pas gagné. Mais ces poissons sont impressionnants. Ça dit, c'est des petits poissons, allez, tire dessus, mais non, ça se passe pas comme ça. Et puis quand on rajoute 200 grammes d'herbe au bout, là ça va, c'est une mise à l'eau de bateau à gauche, donc c'est un peu mieux. À force de marcher sur le fond de l'eau, je pense que les herbes elles sont un peu coupées. C'est lourd. C'est pas des gros poissons, mais ils ont l'air lourds quand ils se mettent en travers là. Oh là là. C'est impressionnant. Impressionnant ces muscles. Pas si petit que ça, hein. Pas si petit que ça grossit doucement. Oh là là, la canne elle est tournée en deux, elle est pliée en deux. Oh, c'est un très beau poisson même. Enfin, tout est relatif bien sûr, mais... Ouais, jusqu'au bout. Ça serait une brème, j'en aurais déjà repris deux derrière. Et hop là! La technique de je te retourne à la tête et puis bim ta queue. Ah, ça commence à être des jolis poissons quand même. Une belle mémère. Avec des couleurs un peu plus foncées. Un super poisson, on dirait un dalmatien dessous là. Je sais pas ce qui lui est arrivé à son écaillage. Alors celle-là à manger, hein. Celle-là elle est bien piquée dans la bouche, bien au fond. Et ça s'est vu à la touche, hein. Ça a pas tardé. La ligne s'est posée et ça m'a arraché la canne. C'est que c'est un poisson qui est venu pour manger. Il n'est pas venu là pour regarder les asticots nager au fond. Et hop là, dans la fouille. Bon, je pense que ça y est, je suis arrivé à la fin de la journée. Il n'y a plus aucune activité. C'est 14h30, on se rapproche des 15h. Le pire pour l'activité des poissons. Les baigneurs se donnent à fond à côté de moi. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir arrêter de pêcher. J'ai touché pas loin d'une dizaine de carpes au final. J'en sors 4-5, le reste je les laisse dans l'eau, dans les accros. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on connaît les parcours, on connaît la pêche. Donc j'ai plié la canne et puis on va voir ensemble rapidement la pêche du jour. On va pas sortir les poissons de l'eau, on va juste approcher la bourriche du bord et puis les relâcher
en pleine santé. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait un peu de place autour de la caisse, on va sortir la bourriche. Donc pêcher dans l'eau, ça a des avantages. On peut garder les poissons complètement safe. Donc j'ai mis une bourriche pour empêcher que les carpes repartent directement sur le cou pour faire fuir le banc qui passe. C'était déjà assez compliqué aujourd'hui. Là, si je les avais remis à l'eau de suite, ça aurait été, je pense, un peu plus technique. J'ai pas beaucoup de poissons, mais au final, ça fait quand même une jolie pêche. On va pas les sortir. Donc c'était vraiment une belle journée sur un parcours que j'affectionne énormément, avec vraiment des jolis poissons, donc des carpes avec des couleurs magnifiques et avec une technique que j'affectionne également. Donc là c'était la première, une petite, on voit ces couleurs, elles sont vraiment splendides. Donc il aura fallu changer de coup par rapport au coup du départ pour trouver les carpes et surtout réussir à les piquer, réussir à poser un montage qui pêche assez longtemps pour éviter de piquer les poissons-chats. Donc là c'est des pépites. Donc j'ai pêché dans beaucoup moins d'eau. Les poissons-chats ne montaient pas vraiment dans cette hauteur sur ce fond-là, donc environ 80 cm. Je décroche la moitié de ma pêche, je pense, dans les accros, à essayer de leur faire passer les rochers au milieu et puis les herbiers. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout vous aura appris pas mal de choses, notamment sur l'utilisation des asticots et des asticots collés. Donc il est l'heure pour moi de reprendre la route de la rivière et de repartir avec ma licorne pour rentrer à la maison, quitter ce lieu magique que j'appelle donc Wonderland. J'ai pas eu la chance aujourd'hui de faire de poissons rouges, mais d'habitude ça en est envahi. Et bon, ça restera une satisfaction très personnelle cette fois-ci, je peux pas partager ça avec vous. Toujours est-il, on a fait pas mal de poissons ensemble et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.